Qu'est-ce que c'est dur de lancer une nouvelle collection de montres, les amis? Il y a une marque qui excelle dans le domaine, c'est Cartier. Rendez-vous compte, sur les 20 dernières années, 2002, Cartier lance la Cartier Roadster, 2015, clé de Cartier, 2016, encore une avec la Cartier Drive, mais entre-temps, il y a eu 2007. Et oui, Sacha vient nous raconter sa Cartier Ballon Bleu. Allez, on s'envole avec lui, il nous embarque dans son ballon. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Sacha, ça va? Ça va et toi Xavier, tu vas bien? Ouais. Ouais, très bien. On part en montgolfière ensemble ou pas? Exactement. Il va nous montrer une superbe montre, vous allez voir, si ce n'est pas une montgolfière, on dirait que c'est une soucoupe volante. Alors, tu nous la montres cette montre? Bien sûr. Donc Cartier Ballon Bleu acier, merci. Bracelet croco noir. Vous avez vu, il est habillé tout de noir. Voilà, ça c'est les codes du luxe. Alors raconte-nous un peu cette montre, tu l'as achetée quand, pourquoi, etc. Alors, cette montre, je ne l'ai pas achetée. Eh, jingle les amis, là c'est un coup de trompette monumental. Hein. Est-ce qu'il y aura la trompette fournie par Arthur, hein, vous savez le trompettiste, je ne sais pas. Mais là, tu me sèches direct, tu l'as pas acheté. Non, c'est une montre qui m'a été offerte pour mes fiançailles. Ouais. Et en fait, je suis tombé absolument amoureux du design, de l'élégance de cette montre, de ce qu'elle dégage. Et vraiment, ce qu'on ressent quand on la voit, quand j'ai pu regarder avant qu'on me l'offre, les images, les détails, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement harmonieuse. Le fait qu'elle soit ronde et je la trouve authentique. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de vraiment authentique et ça se retrouve un peu dans ma personnalité aussi. Ouh là 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 là, il attaque très très fort, Sacha. C'est un cadeau, mais c'est un modèle que tu avais choisi? Oui, ouais, tout à fait. Comment s'est fait le processus? Alors, à un moment, tu as appris, on va dire, hein, ton histoire perso, c'est la tienne. Tu as appris qu'éventuellement, tu pouvais recevoir une montre pour tes fiançailles. Et là, tu t'es mis en quête ou tu avais déjà celle-là en tête? Ben en fait, elle m'est parue évidente. C'est-à-dire que j'avais déjà au préalable regardé un petit peu sur différents sites internet d'horloger. Et puis, je trouvais vraiment qu'elle dégageait quelque chose vraiment de très authentique et qui m'a toujours plu. Les chiffres romains dans les détails. Pour moi, elle m'est parue vraiment évidente. C'était vraiment une évidence pour moi et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Je ne sais pas s'il le fait exprès, les amis, mais d'entrée, il place qu'il aime bien les chiffres romains. Vous le savez, tu le sais, ce n'est pas mon cas. Ce qui me pose problème, justement, avec toutes ces quartiers-là, là, elle a une forme très, très particulière. Certes, elle est ronde, mais elle a des anses qui sont très courtes et toutes petites, comme si le bracelet était complètement intégré dans la boîte, ce qui n'est pas complètement le cas. C'est quoi? Vous allez voir, je vais lui faire la surprise. Ton adjectif, tu en parleras tout à l'heure. Ouais. C'est quoi le petit détail que tu préfères? Le petit détail que je préfère, ce sont les aiguilles bleues. Ouais. Voilà. Donc avec les reflets bleus, grand classique les amis, hein, sur Cartier, hein, les aiguilles bleuies. Et là, on a des aiguilles glaive aussi qui sont presque dans l'ADN de la marque, mais qui sont des glaives très très étroits, très fins, hein, qui rajoutent au côté épuré de la montre. Elle mesure combien? 42 mm. 42 mm. Il me semble hein, qu'elle est déclinée en plein de modèles. Oui, tout à fait. Donc elle existe en plus petit. Elle existe en plus petit, ouais. Je crois en modèle quartz plutôt qu'en modèle automatique. Ok. Toi, tu voulais une auto, donc tu as pris le 42 ou tu voulais une 42 et il s'avère qu'elle est auto? Alors, j'ai choisi la 42 parce qu'elle était en auto justement et que je voulais avoir une montre automatique plutôt qu'une montre à quartz sur ce type de modèle. Ah oui, oui. C'est vrai que les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un beau cadeau quand même, bien évidemment, mais il y a un petit côté, même un grand côté intemporel quand même avec une montre mécanique, quel que soit son type de remontage. Là où une montre à quartz, ça envoie un autre message, même si, vous le savez, et tu le sais aussi, je suis un grand fan des montres à quartz. On a j'espère que vous voyez ça sur les images, il y a un verre bombé qui est absolument magnifique. Hein.
ils auraient peut-être dû l'appeler quartier soucoupe volante, quoi. Presque. Hein, mais ça irait pas complètement dans l'ADN de. Non, ça ira pas dans l'ADN de la marque, oui. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, justement, là, compte tenu de l'importance de ce cadeau, tu lui as trouvé un adjectif de folie, quoi. Oui. Alors? Élégance. Élégance. Ah, et là, c'est beau. Hein, vous savez que c'est autorisé, élégance, en fait. Hein. C'est juste que comme Laurent, le premier, à jamais le premier, hein, qui est venu dans Petite Montre entre amis, l'avait utilisé, après, c'est devenu une sorte de gimmick. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as trouvé élégante? Bah, comme tu l'as dit, elle est épurée. Je la trouve, quand bien même il y a des chiffres romains, je la trouve quand même très simple et efficace, discrète. Alors surtout avec le bracelet croco noir, qui lui donne un look exceptionnel, discret, élégant et qui se glisse parfaitement, comme aujourd'hui avec une chemise ou une veste. Et voilà, c'est pour moi l'élégance parfaite. Bah écoute, c'est très sympa ça. J'ai une petite question pour toi. Je pensais que dans le détail, quand même, tu allais venir sur l'une des caractéristiques de cette montre, c'est-à-dire ce remontoir très circulaire. Oui. Quand on voit la couronne, on a l'impression que c'est une petite montre, une petite ballon bleu, puisque ça a la forme d'une soucoupe. Hein, Oui. Voilà. Je pensais que tu allais me parler de ça parce que c'est quand même la caractéristique de cette montre. Oui, c'est la caractéristique. C'est aussi pour ça que je l'avais repérée. Mais en fait, je me suis rendu compte en la portant, que c'était quelque chose qu'on voyait presque pas. En fait, quand on la porte, c'est pas quelque chose qui nous saute aux yeux. C'est vraiment, moi je trouve, les aiguilles bleues, le cadran bien évidemment, les chiffres romains. Et voilà, c'est vrai que c'est là et que c'est un saphir de synthèse hein, qui est sur ce modèle-là. Mais en fait, on le remarque presque pas. Et c'est ça qui est quand même exceptionnel avec cette montre, c'est qu'en effet, il y a ce saphir de synthèse qui finalement est rendu extrêmement discret. Ouais. Sur ce modèle-là. Ouais. Et puis, alors, pour le coup, avec ce qu'on pourrait qualifier d'un protège-couronne, oui. qui pour une montre, on va dire habillée comme ça, hein, oui. Je ne sais pas si elle est étanche ou quoi que ce soit, elle doit l'être water resistant. Bon, donc quand il y a un peu de pluie, elle ne prend pas l'eau. Voilà. Elle aurait pu ne pas avoir de protège-couronne comme ça. Mais c'est clair que ça donne en fait un tout petit cercle à 3 heures, c'est la poésie du truc, hein, un petit cercle à 3 heures qui est lui-même dans un grand cercle et avec cette couronne de remontoir qui, elle, est perpendiculaire au reste. C'est vraiment bien fini. Vous ne m'avez pas vu l'essayer, les amis, parce que, figurez-vous, en faisant les prises de vue, simplement, je n'arrive pas à la passer au poignet. Donc, on dira que tu as un poignet de poulet. C'est ça. Ou alors, j'ai un poignet de Thanos. Hein. Je suis désolé, il y a un abonné qui m'a mis ça dans un commentaire. Je ne sais plus son prénom ou son pseudo, je suis désolé, mais le Thanos, effectivement, c'est celui qui a des poignets, énormes. Le cadran est quand même extrêmement intéressant parce que il y a un guillochage dans plusieurs sens. Quand on la bouge comme ça à la lumière, malheureusement on est en lumière artificielle hein, puisqu'on est dans une salle. Hein, quand tu dois la regarder dehors, là tu dois avoir le bleu des aiguilles et le guillochage, guillochage et le cadran ensoleillé qui est vraiment très très sympa. Ouais. Tu sais quoi, les amis, vous allez me dire que je commence à fatiguer au niveau des yeux. Hein. Je n'avais pas vu au départ qu'il y avait la date. Oui, il y a la date. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Sur le modèle en 42, je crois. Peut-être ouais. sur d'autres tailles plus petites, je crois qu'il n'y a pas la date. Ok. Donc c'est un cadeau. Oui. Voilà. Donc les amis, si vous voulez savoir combien ça coûte, vous irez voir comme des grands, puisque il ne le sait pas. Ou alors comme moi, je ne sais pas s'il le sait ou quoi que ce soit, je vais pas lui demander. Comment s'est fait l'achat? Tu as reçu ça en cadeau ou c'est toi qui y es allé avec ta future fiancée? Je l'ai reçu tout simplement en cadeau au moment des fiançailles. Voilà, rien. Donc c'est pas toi qui es allé en boutique ni rien, non. etc. Quoi. Non. Ouais. C'était il y a combien de temps? C'était en septembre 2019. Septembre 2019, donc ça nous fait un peu moins d'1 an et demi. Ouais, c'est ça. Bon voilà, donc là elle tourne le plomb, il n'y a pas de souci, je suis super content, etc. Quand je la tourne comme ça, je sens effectivement que c'est un remontage automatique. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus où tu t'es dit, maintenant que tu la portes tous les jours? Non, je ne la porte pas tous les jours. Ah, le petit cachotier. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, tiens, à force ça j'aime moins, tu vois?
Non. Non? Sur cette montre-là, non. Je n'ai pas de lassitude dessus. Ouais. Justement parce que j'ai fait le pari de la mettre pas tous les jours, c'est-à-dire de la garder un petit peu. Je la mets assez souvent, mais je me dis que quand je la mets, ça reste de l'exceptionnel pour moi. Et c'est comme ça que je prends toujours autant de plaisir à la porter, finalement. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu mets d'autre? Qu'est-ce que tu mets au quotidien? Au quotidien, souvent, alors c'est très simple, je mets une Seiko chronographe de 1987 à quartz, que j'adore. T'es né en quelle année? Je suis né en 92. Il est né en 92. Le mec, il a acheté une montre qui est plus vieille que lui. C'est la montre de mon père, enfin, c'est la montre de mon père et du coup, voilà, elle est pareil. J'aime beaucoup la porter. C'est un chronographe et puis je la trouve très pratique pour le quotidien. Et sinon, j'ai une Tag Heuer Aquaracer à quartz aussi, un modèle de 2015 que j'aime bien porter au quotidien parce que il est agréable, il est simple à porter et puis il est élégant aussi. Donc c'est ces deux modèles-là principalement que je porte au quotidien. Cette Tag Heuer Aquaracer, tu l'as donc eu avant la Cartier? Non, je l'ai eu après. Ah, tu l'as eu après, pardon. Ok. Après. Et au moment de tes fiançailles, voilà, c'est quand même plus cher qu'une montre à quartz. Ou une Seiko, même vintage, les amis. Cela dit, dans les vintage, il y en a qui commencent un petit peu à chiffrer. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé chez Grand Seiko? Tu n'as pas senti le lien avec tout simplement par mes connaissances, parce que je ne connaissais pas Grand Seiko. Je m'y suis intéressé un petit peu plus tard et c'est là que j'ai découvert la gamme Grand Seiko que j'ai trouvé évidemment magnifique, mais c'est tout simplement que je ne connaissais pas. D'accord. Donc c'est peut-être pour plus tard. Oui, bien sûr. Il nous le dira tout à l'heure, les amis, etc. Alors, cette montre, elle a aussi comme caractéristique d'être intégralement en polymiroir. Ce qui fait qu'elle commence déjà à avoir, on va dire, les micro-rayures du quotidien. Ça, c'est la dure vie d'une montre, les amis. Je veux dire, polymiroir, c'est le cauchemar sur des bracelets Oyster, par exemple, lorsqu'il y a une partie satinée et polymiroir à l'intérieur. Toutes les autres montres, c'est le même problème. Les montres qui sont d'autant plus épaisses et en polymiroir, évidemment, ça marque. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Tu te dis, elle commence un peu à être un peu rayée. Tu te dis juste, c'est juste la dure vie d'une montre. Moi, je me dis que ça fait partie, comme tu le dis, de la vie de la montre et qu'elle doit vivre. Et que c'est pareil, c'est un objet qui vit. Donc, ça arrive qu'elle ait quelques petites marques. Et moi, ça me dérange pas parce que je trouve que ça lui donne, pareil, du caractère. Et c'est vraiment de l'authenticité, moi, que je recherche. Et je trouve qu'elle ait quelques micro-rayures, que ce ne soit pas hyper parfait, hyper lisse. Moi, je trouve ça hyper intéressant, ça lui donne de l'authenticité. Et voilà, c'est ce que je recherche. Voilà. Alors, évidemment, voilà, il faudra à terme faire un polissage, mais voilà, pas tout de suite. Et voilà, il n'y a rien de méchant. Voilà. Mais... Le fond de boîte est extrêmement sobre. Alors pour le coup, lui n'est pas du tout en polymiroir, il est plutôt complètement brossé. Et même l'équilibre, on va dire l'agencement des vis pour fermer le fond de boîte et le sécuriser, on va dire, donne un sentiment de légèreté et de subtilité, de simplicité, etc. Elle est quand même vachement apaisante. Oui. Là, je l'ai dans la main, j'ai l'impression d'avoir un galet qui a été poli par le va-et-vient de la rivière ou de la marée. C'est vrai. C'est assez agréable. J'ai lu, parce que les amis, il faut quand même que je me renseigne un peu quand un invité vient sur une montre, j'ai lu qu'une de ses caractéristiques, mais je ne peux pas le savoir, je vous ai expliqué pourquoi, elle était très très confortable. Oui, elle est extrêmement confortable à porter. On ne la sent presque pas. Parce que c'est un peu l'opposé à un moment d'une certaine tendance dans l'horlogerie qui consistait à avoir un fond de boîte galbé pour épouser la forme du poignet. Et là, donc on pourrait appeler ça concave ou convexe. Bon, en tout cas, là, c'est l'opposé. Vous avez vraiment un fond de boîte qui est quasiment, je pense que c'est le pur miroir du verre saphir bombé qui est là. Et il semblerait que justement ton poignet se pose tranquillement. Mais tu constates qu'elle est confortable, mais est-ce que réellement quand tu y réfléchis, tu te dis par rapport à tes autres montres, effectivement celle-là est plus confortable? Oui, bien sûr. Par rapport au bracelet aussi, et en fait elle se pose très délicatement, et au niveau de la matière, c'est un peu nuageux, c'est-à-dire que c'est un peu aérien,
ça se pose et puis on le sent pas. On le sent pas et puis c'est très facile au quotidien. Voilà, quand on la porte, voilà, quand on la porte, voilà, c'est très simple et facile à porter, c'est doux, on la sent presque pas. Ouais. Là, j'étais en train de regarder la boucle déployante. Bon, on a la forme classique avec le C de quartier, etc. C'est un peu minimaliste quand même, comme boucle. Hein. C'est vraiment la base de la base. Voilà. Bon, là pour le coup, tu as choisi, non, tu n'as pas choisi le bracelet puisque tu l'as reçu comme ça. Alors j'avais demandé le bracelet cuir. Aussi. Sinon, elle est livrée avec quoi Alors, en fait, on peut la trouver avec soit le bracelet cuir, mais je crois que le plus répandu, c'est quand même le bracelet acier. Acier, ok. Ouais. Il y a d'autres couleurs que le bracelet noir Oui, peut-être. Oui. Peut-être c'est possible, oui, parce que je sais que sur d'autres modèles, il y a d'autres couleurs. Bien sûr. Ça doit être possible, oui. Bien sûr. Oui, il y a d'autres bracelets possibles. Ça marche. En tout cas, là, il n'y a pas le système de pompe automatique pour pouvoir changer rapidement le bracelet, comme on avait vu sur la chaîne. Je le salue d'ailleurs, Romain, avec sa Cartier Santos. C'est vraiment très très bien travaillé sur le cadran. Et puis, si vous ne le voyez pas, les amis, il y a les index des minutes qui sont un peu en 3 dimensions en profondeur à 3 heures là, pour faire le tour du guichet date, qui pour le coup est vraiment discret, mais qui est extrêmement bien intégré. Oui. Hein, c'est pas facile un guichet date, les amis. Hein, si vous mettez une loupe, on vous soupçonne de regarder chez Rolex. Si vous en mettez pas, on va vous dire on voit pas bien la date. Parfois c'est mal foutu, c'est caché, etc. Là c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Belle pioche, hein, hein, il est content, hein, regardez-le. Ben oui, c'est la montre de ses fiançailles, c'est tout récent, etc. C'est vraiment super. Terminons sur un point. Tu la portes pas tous les jours parce que tu veux lui garder un côté un petit peu exceptionnel, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons peut-être parce que elle est très reconnaissable, c'est-à-dire une couronne bleue avec un cadran, on va dire globalement blanc. Non, pas du tout. C'est vraiment des chiffres romains, on se dit ah c'est une Cartier, c'est une montre de valeur. Non, il n'y a pas de. Pas du tout. Non, c'est que pas du tout. C'est vraiment pour garder le côté exceptionnel et de me dire que quand je la porte, c'est exceptionnel au poignet, que je veux que ça reste quelque chose d'exceptionnel, que quand je la porte, je sache que c'est quelque chose d'important, au même titre que le moment où on me l'a offert en fait. Ouais. Et voilà, c'est simplement ça. Et moi, les montres que je porte au quotidien, je les adore d'une autre façon. C'est des montres pour moi que j'aime bien mettre dans ma vie professionnelle ou au quotidien parce que je sais que ça correspond à ma tenue, à tout ça. Donc j'aime bien. Voilà. Cette montre-là doit rester exceptionnelle pour moi. Pour honorer le moment où on me l'a offert. Et voilà. Bien sûr. Voilà, c'est comme, voilà. Est-ce que tu sais ce que tout le monde se demande? Parce que je vais lui poser la question quand même. Hein. Je veux dire, tout le monde se pose la question. En tout cas, moi, je me la pose. Mais donc ça, c'était pour tes fiançailles. Mais alors maintenant, tu es marié. Oui, je suis marié maintenant. Ouais, donc tout s'est bien passé depuis les fiançailles. C'est beau. C'est beau. C'est sûrement parce qu'il a maintenant une superbe Cartier ballon bleu à son poignet. Les amis, on enchaîne sur la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends. Merci. Alors, donc on sait maintenant, les amis, que Sacha est fiancé et marié. Donc tu as quel âge? 28 ans. 28 ans. Ah oui, il nous avait donné sa date de naissance tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens comment tout a démarré dans l'horlogerie? En fait, un petit peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller dans des bijouteries, on va dire très simples. Vraiment, au départ, j'allais dans des bijouteries vraiment hyper simples. Quel âge? Je sais pas, je devais avoir, je crois que la première montre sympathique que je me suis achetée, ça devait être vers 19-20 ans. Ouais, mais avant, quand tu étais plus jeune, tes souvenirs, tu vois, la Seiko, d'où elle vient et alors, tout ça. En fait, la Seiko, je l'ai toujours vue au poignet de mon père et en fait, elle a toujours représenté un peu comme celle-ci. C'est-à-dire que en fait, c'est ma mère qui lui a offert au moment du mariage et j'ai toujours vu cet objet comme un symbole d'amour entre mes parents et que j'ai toujours vu au bras de mon père et que j'ai plus vu après, mais que j'ai retrouvé en fait.
Et cette Seiko, je l'ai retrouvée dans une cave à un moment donné, elle était complètement abîmée, il y avait plus de bracelet, il n'y avait plus rien. Je l'ai retrouvée complètement par hasard en cherchant des photos. Je l'ai emmenée en réparation, puis on me l'a réparée, on me l'a nettoyée, puis on me l'a remis au poignet. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle était réparée avec un nouveau bracelet, je l'ai portée et puis je sais pas, voilà, la magie s'est opérée. Et le vintage aussi parce qu'elle a pris de très belles patines. Et c'est un petit peu amusant quand bien même je ne porte pas cette montre-là au quotidien. Je trouve qu'on me fait plus de compliments sur la Seiko que quand je porte cette montre-là. Ouais. Finalement, les gens osent plus me faire un compliment sur une montre Seiko à quartz avec une belle patine que sur un modèle comme ça haut de gamme qui au final peut être reconnaissable par un œil aiguisé. C'est un chrono. C'est un chrono. Ouais, non, mais c'est un chrono. C'est un chrono donc, qui doit dater de quoi? Qui doit dater de 1970, 75, 80 c'est 87. Je crois que c'est 87. Ouais. Donc il a un look vintage, il a un look désuet. Ça oui, un peu. Ouais. Donc je veux dire, moi je pense que la Ballon Bleue c'est une montre qu'on ne voit pas si souvent que ça, bien que ce soit un énorme succès, un carton absolument monumental pour Cartier, mais assez vite on peut voir que c'est une Cartier, somme toute des quartiers au poignet. Évidemment, pas partout, pas dans toutes les conditions, les amis. On reste quand même sur un sujet qui coûte extrêmement cher, où finalement beaucoup de gens ne peuvent pas s'en offrir. Mais ça se reconnaît assez vite, une Cartier. Je pense que ton chrono, spontanément, il doit avoir un look et un style qui fait que, waouh, tout de suite. On ne voit pas souvent ce truc-là. Ouais, c'est ça. Et là, attention. Et donc, tu l'as amené. Et malheureusement, je n'ai pas pensé. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on va devenir, les amis? Je suis désolé. Bon, ok. Donc, la Seiko Chrono au poignet de ton père, etc. Un symbole fort d'amour entre tes parents. Et puis, petit à petit, après, tu as commencé, quand tu étais plus âgé, à regarder un peu. Et qu'est-ce que tu as regardé à l'époque? À l'époque, ça a commencé par des montres Gucci. C'est simple, donc c'est pas vraiment de ce que je considère comme de la bonne horlogerie ou de la haute horlogerie aujourd'hui. Mais c'était des modèles qui me plaisaient et qui m'ont mis un petit pied dans l'horlogerie. Au début, vers mes 19-20 ans, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais ça joli d'avoir une montre pour finir le bras. J'avais pas encore plus de connaissances que ça, mais j'allais dans des bijouteries. Quand je voyais un modèle qui me plaisait, je me disais, ce modèle-là me plaît, je l'essaye. Si ça match, je le prenais. Voilà, Donc le design. Ouais, le design. Bien sûr. Ouais. Donc Gucci, ils ont sorti une plongeuse dernièrement, pas mal du tout, franchement en termes de look. Il me semble qu'il n'y ait que des mouvements à quartz. Bon, Gucci, ça a été racheté et intégré dans le groupe Kering. C'est pas impossible que Kering, petit à petit, ils ont une manufacture horlogère. D'ailleurs, je me souviens plus laquelle. Vous me direz en commentaire, les amis, que petit à petit ils progressent et que Gucci se décide à se lancer réellement dans l'horlogerie, comme Chanel l'a fait il y a plus de 40 ans maintenant. Bien sûr. À un moment ou à un autre, il faut laisser sa chance à chacun. Donc cette Gucci, elle n'était que de passage pour toi, mais c'est un peu l'illustration du fait que, si je ne me trompe pas, le design est vachement important pour toi. Oui, bien sûr. C'est ce que je vais regarder en priorité quand je veux acheter un nouveau modèle. Après, très, très rapidement, je vois donc le design que je regarde en priorité, mais j'aime bien aussi regarder un petit peu tout ce qui est mouvement, qualité des matériaux et l'histoire aussi. Que je passe un petit peu brièvement, mais je m'intéresse un petit peu à l'histoire de la maison dans laquelle je vais. Ça t'est venu après? Oui, ça c'est venu après. Parce que si tu regardes l'histoire de Gucci dans l'horlogerie, bien sûr, il n'y en a pas. Okay. Mais en effet, au départ, c'était uniquement du design. Je regardais beaucoup le cadran. C'était important pour moi qu'il y ait une date. Et là, tu parles de ta Cartier Non, je parle de la Gucci. La Gucci, La Gucci, mais généralement, j'essaie de prendre des modèles avec des dates. Et puis, après la Gucci, alors il y a eu quoi? Après, en fait, j'ai eu deux Gucci. J'ai eu une première Gucci, puis une deuxième. Et après, j'ai eu donc la Seiko. Tu les as revendues, les Gucci? Non, en fait, elles ont été perdues. Elle a perdu ses Gucci, c'est terrible. Par le SAV de la bijouterie où je l'avais acheté. Donc voilà, donc c'était un modèle, le premier modèle, je l'ai perdu moi-même et le deuxième, il a été perdu par un SAV. Donc voilà, j'ai été indemnisé, mais voilà. Mais t'as pas de chance uniquement avec les Gucci ou t'en as perdu d'autres des montres? Non, j'ai perdu uniquement ces deux-là. Ok.
Elle est bonne celle-là. Donc après les deux Gucci. Après les deux Gucci, la Seiko, Ouais. du coup, que j'ai retrouvée et que j'ai portée tout de suite après. Et puis quelques mois plus tard, donc celle-ci, la Cartier Ballon Bleu. Ok. Ok. Est-ce que tu vois un conducteur, tu vois, une ligne d'Ariane dans ces différentes montres, tu vois, une cohérence. La cohérence pourrait être l'incohérence d'ailleurs. Oui, j'en ai une, c'est le bracelet cuir. Parce que vraiment, c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup. Quand il y a un bracelet cuir sur une montre, tout de suite, ça me parle. Sur la deuxième Gucci que j'ai eue, il y avait un bracelet cuir. Sur la Seiko, il y a un bracelet cuir. Sur celle-là aussi. Et c'est quelque chose qui me parle tout de suite en termes de… Je sais que pour certaines personnes, le bracelet cuir, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'apprécient pas du tout, qui est trop classique et qui peut ne pas plaire. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'attire. Je trouve que c'est élégant et que ça renvoie une image assez discrète. Mais quand bien même, j'adore aussi les bracelets acier. Et vraiment, je me suis aussi découvert une passion pour les bracelets acier. Mais le fil conducteur, c'est vraiment le bracelet cuir et un beau cadran avec la date. Voilà. Et l'intérêt en plus du bracelet cuir, il y a un aspect de patine, etc., qui est intéressant, mais qui n'est peut-être pas le truc le plus passionnant, je trouve, c'est que tu auras l'opportunité avec cette Cartier d'en changer. Bien sûr. Et donc changer avec une autre couleur, avec un autre matériau, une autre tannerie, etc. Et là, ça te relance. Et parfois, un bracelet cuir superbe, cousu main, les amis, vous savez que je suis intarissable sur le sujet. Là, ça peut changer un peu le regard que tu as sur une montre. Alors, non pas que, vous savez les amis, moi ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des trucs, c'est pas de savoir. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'avis d'un vrai client d'une marque et pas de faire de la pub pour la marque. Et donc, mécaniquement, c'est pas de faire de l'anti-pub. Mais si tu veux te faire plaisir avec un beau bracelet, le jour où tu changes, eh bien, tu en as pas mal des offres à droite et à gauche sur Internet, très facile à trouver à Paris en boutique, où tu peux aller te faire un bracelet où tu as le sentiment de vraiment faire ton bracelet tel que tu le souhaites. Ce qui est quand même, je trouve, ça c'est un vrai luxe, plutôt que d'acheter, certes, un beau bracelet de chez Cartier, mais qui est en fait dans un stock, dans un tiroir. Quoi. Et donc, en fait… qu'est-ce qu'il y a comme différence en achetant un bracelet comme ça ou d'aller acheter un sandwich à la boulangerie? En termes d'émotion, il n'y a pas beaucoup de différence, alors que se faire son bracelet, ça c'est un kiff quand même. Enfin, je trouve. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Il va se payer un beau bracelet, je le sens là, et il va revenir sur la chaîne. Je sais les amis que vous me demandez une vidéo sur les bracelets, mais en fait c'est trop compliqué à faire. Tel que moi j'aimerais le faire, c'est-à-dire fondamentalement sur le travail des mains et le côté artisanal. Donc peut-être que j'irai plutôt voir des confrères, enfin pas des confrères, moi j'en fais que pour moi et pour le fun, mais des gens qui travaillent avec leurs petites mains et avec leurs mimines et que vous compreniez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un bracelet. Donc finalement, tu as un parcours qui est récent parce que tu es tout jeune encore, mais donc il y a en fait un sujet très sentimental sur ce que représente la Seiko. Donc, tu n'as pas d'ADN de parents ou de pères collectionneurs, etc. Quoi. Non, pas du tout. Comme quoi, oui, mais les amis, c'est toute la différence entre les invités. Hein. Sinon, une montre, c'est jamais qu'un objet inerte. Celui qui le fait vivre, c'est l'invité. Alors, justement, on va passer à la séquence suivante, le quiz. Alors, je suis désolé mon cher Sacha de te mettre un peu de pression dès le début, mais c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile de trouver des questions sur Cartier parce que y a soit énormément de modèles, soit finalement peu de choses auxquelles se raccrocher. Il y a énormément de personnes connues qui les ont portées, etc. Mais ça, je vois pas trop où je peux te mettre des questions. Donc j'ai essayé de te faire un quiz honnête où tu as ta chance. Okay. Hein, les amis, on est d'accord? Alors, est-ce que tu es prêt pour la première question? Il n'y a jamais d'ordre dans les questions. Hein. Ça peut être la plus difficile ou la plus facile, mais il n'y a pas d'ordre. Okay? Et il n'y a pas de règlement non plus. Alors, la Cartier Ballon Bleu, ça te dit quelque chose? Ça. Oui. La Cartier Ballon Bleu tourbillon flottant. Oui. Est certifiée par l'un des labels horlogers,
les plus renommés? Réponse A, le poinçon vipère. Réponse B, le Master Chronometer, METAS. Réponse C, le poinçon de Genève. Alors, je ne connais pas la réponse à cette question, je suis très honnête. Mais tu peux on va brainstormer, les amis. Mais je vais essayer, je vais donner une réponse. Même si je ne suis pas sûr de la réponse, je dirais peut-être la première, le poinçon vipère, mais je ne suis pas sûr. T'es pas sûr? Non, je ne suis pas sûr. Eh bien, il a raison de ne pas être sûr puisque ce n'est pas le poinçon vipère. Alors, le poinçon vipère, il existe pour de vrai. Ouais. Les amis, c'est le poinçon créé en 1897 par l'Observatoire de Besançon, on va dire la capitale, enfin l'une des capitales ou la principale capitale de l'horlogerie française. C'est une certification et un poinçon qui était poinçonné sur la montre, qui a disparu dans les années 70 et qui est en train de renaître. Et il y a quelques marques françaises, Acron par exemple, qui commencent à faire certifier et en tout cas à poser le poinçon vipère sur leur montre. Le METAS, là on en avait parlé avant, non pas du METAS, il m'avait dit qu'Omega c'était pas son truc. METAS c'est le label de la certification qu'utilise Omega pour la certification chronomètre de ses montres, donc plus le COSC. Donc Omega cherche à faire sa sauce dans son coin, c'est fait par l'Institut de métrologie suisse. Et puis c'est le poinçon de Genève. Là pour le coup c'est le poinçon de la ville de Genève, fin du 19e, 1887 de mémoire, où là ça certifie l'approvisionnement suisse, la fabrication en Suisse, le design, la finition et la précision. Donc pendant des années, Patek Philippe faisait poinçonner ses montres avec le poinçon de Genève jusqu'à ce qu'il lance son poinçon Patek en 2009, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc ce tourbillon volant, eh ben, il est poinçon de Genève. D'accord. Voilà. Alors, si vous voulez fouiller, les amis, vous regarderez le poinçon de Genève. Je crois que la montre doit avoir une précision qui est autour des 10-12 secondes par jour. Et là, évidemment, là, les Rolex fans, vous allez vous exciter avec le superlatif chronomètre qui, lui, est plutôt à plus 2, moins 2 ou plus 3, moins 3. Le METAS, c'est à peu près équivalent. Là, on est vraiment dans le sujet de qu'est-ce qui fait qu'on peut projeter une montre, on va dire, dans la haute horlogerie. Le poinçon de Genève, ce n'est pas que la précision, c'est beaucoup d'autres choses, notamment la finition des pièces. Écoute, ça m'a grandement intéressé de te trouver cette question-là et d'essayer un peu d'amener de l'information et de la partager avec tout le monde. C'est bien, mais tu es quand même mené 1-0. 1-0. Voilà. Alors, à peu de choses près, je pense quand même que c'était la question la plus dure. D'accord. Donc, tu as ta chance de revenir, Sacha. Alors, attention. Dans les années 70, et oui, vous savez que j'aime bien les années 70, tu n'étais pas né. Non. Voilà, moi j'étais tout petit. Bon, Cartier lance une collection économique, notamment pour contrer le quartz. Réponse A, Love of Cartier. Réponse B, Must de Cartier. Réponse C, Best of Cartier. Alors je dirais Must de Cartier. Waouh! Là, il s'est dit, putain, je l'ai celle-là! Eh oui! Et il y a le best-of McDonald's, les amis, le menu best-of, mais il ne faut pas exagérer avec Cartier. Avec Cartier, ça ne va pas bien. Love of Cartier, pourquoi pas? Ça aurait pu être ça. Oui. Mais Must de Cartier, ça t'a dit… Les bracelets peut-être? Oui, bien sûr, ben voilà. Et Must de Cartier, ça allait pas fort chez Cartier à l'époque. Et puis, il fallait essayer de surfer sur ce que savait faire Cartier, notamment dans la joaillerie, dans les montres et dans les accessoires. Et à l'époque, c'était Alain-Dominique Perrin, immense patron de chez Cartier, qui a eu l'idée de lancer ces Must de Cartier. Et donc, il y a des modèles iconiques, notamment la Tank, qui est labellisée Must de Cartier. Et c'était des montres de fabrication souvent avec des calibres à quartz, avec des matériaux moins nobles, et distribués jusqu'à des bars tabac et des débitants de tabac avec des briquets, avec des lunettes, etc. Et aujourd'hui, les amis, ça vaut une tonne, une Tank Must de Cartier, parce qu'il y a un côté vintage, forcément, ça date du milieu des années 70, et puis ça fait partie
de la façon avec laquelle Cartier est sorti du marasme dans lequel l'horlogerie était, même si c'était toujours un joaillier. Donc ils ont quand même un peu moins subi que les purs players de la joaillerie. Eh ben, tu te sens mieux là. Voilà. Hein, tu respires. Voilà. On va souffler un coup là, on va faire remonter la montgolfière Cartier ballon bleu et on va regarder de loin, mais aussi de très près, cette troisième et dernière question. Alors attention. C'est la deuxième plus facile ou la deuxième moins difficile, hein, mais bon, elle n'est pas simple quand même. Alors attention. Quel artiste mondialement célèbre a prononcé cette phrase ? Je ne porte pas une Cartier Tank pour avoir l'heure. En fait, je ne la remonte jamais. Je porte une Cartier Tank parce que c'est la montre qu'il faut porter. Réponse A, Pablo Picasso. Réponse B, Andy Warhol. Réponse C, Salvador Dali. Sans aucune hésitation, Andy Warhol. Vous avez vu un peu, bravo, il revient du diable Vauvert, on ne sait pas comment, il était mené, ça allait être très difficile. Bravo, bravo, Sacha, tu le savais ? Oui, je le savais. Ouais. Je le savais, je m'étais intéressé un petit peu à cette histoire-là et j'avais entendu cette phrase prononcée par Andy Warhol, ou je l'avais lue. Ouais. Je me rappelle plus exactement où sur Internet ou je sais plus, mais du coup je m'en souvenais. Ouais. Tu aimes bien Andy Warhol ? Oui. Ouais, tu préfères Andy Warhol à Dali et à Picasso ? Non, pour moi, les trois sont des artistes extraordinaires et qui ne peuvent pas être comparés, donc voilà. Et ouais, les amis, Pablo Picasso, bon, je l'ai mis, c'est un contemporain des deux autres. Salvador Dali, parce que il a fait justement toute une série qu'on qualifie des montres molles sur la persistance du temps, avec une montre arrêtée tellement elle est fatiguée, elle est toute molle, vous vous rendez compte, et si le temps en fait se fatiguait lui-même, un truc absolument magnifique de poésie. Pour le coup, Andy Warhol est un immense collectionneur de montres, et puis quelques années avant sa mort, il a commencé à travailler avec Movado sur un projet de montre qui se présente sous la forme d'un bracelet avec 5 cadrans avec des mouvements à quartz ETA. Malheureusement, ces cadrans, il a eu l'opportunité de choisir les photos qu'il y avait sur les cadrans juste avant sa mort. Et en fait, ce modèle Movado a été édité à 250 exemplaires. Ça se vend une petite fortune. C'est un style très particulier. Je pense qu'on sort de l'horlogerie et on est plus là dans la dimension artistique un peu folle d'Andy Warhol, qui a fait énormément de choses, qui a été producteur du Velvet Underground, à la base de la carrière musicale de Lou Reed. Et oui, les amis, ça y est, Lou Reed, c'est magnifique. Ah oui. Mais ça, encore une fois, il faut aimer. Puis c'est pas le sujet, pas le sujet du jour. Mais c'est un super sujet. Ah bah voilà. Donc les amis, quand on fera le petit Velvet Underground entre amis, j'appellerai de nouveau avec grand plaisir. Sacha et on se fera une bonne série sur le sujet. Écoute, bravo. Merci. Bravo, parce que j'ai eu le sentiment que ça partait mal. Je me suis dit, aïe, il va se liquéfier. Et en fait, tu pars avec une belle victoire du 1. Bon, bah super. On voit la fibre artistique de notre ami Sacha. On enchaîne, les amis, sur l'avant-dernière séquence, recto verso. Qu'est-ce qui te plaît d'autre ou qu'est-ce qui t'intéresse d'autre dans la vie à part les montres ? À part les montres, moi, c'est profiter de la vie. J'aime bien la gastronomie. J'aime bien aller dans des restaurants parfois un peu différents, un peu décalés. On va plus au resto, là, c'est fermé. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, on ne peut plus y aller, mais je pense qu'on pourra y retourner aussi un jour, je l'espère. Ouais. Et j'aime beaucoup tout ce qui est les restaurants dans le noir. C'est un concept un petit peu particulier où en fait, on va manger dans le noir et on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne connaît pas le menu. On prend simplement avant, si on a des allergies. Tu rentres et ils éteignent la lumière ou quand tu non, rentres, tu es déjà dans le noir? Alors, on arrive dans une petite salle où d'abord c'est éclairé. Il y a une personne qui vient nous accueillir, nous demander si on n'a pas d'intolérance alimentaire ou des choses qu'on ne peut ou pas manger. Et puis très rapidement, en fait, on part tous dans une salle qui est complètement dans le noir. Pour le coup, c'est vraiment le noir complet. Alors, c'est extrêmement petit. Sauf
si tu y vas avec ta super Luminova, Alors t'éclaires tout le monde, quoi. justement, il y a des casiers à l'entrée où on doit tout enlever. C'est-à-dire montres, tout ce qui peut potentiellement faire de la lumière, les montres y compris, doivent être mis dans des casiers, les téléphones portables, pour passer l'expérience. Parce que le but, c'est de passer cette expérience de manger dans le noir et pour voilà, se mettre à la place d'une personne qui serait non-voyante et bon, on se rend facilement oui, mais c'est pas le concept. Le concept, c'est pas de manger comme une personne non-voyante, c'est plutôt de se concentrer sur les sens. Alors, c'est de trouver l'expérience, en effet, mais le but aussi, c'est aussi de se mettre à la place d'une personne qui est non-voyante. Okay. Et d'ailleurs, on est servi par des serveurs non-voyants. Parce que qui mieux que des non-voyants pour pouvoir se déplacer dans le noir et pour pouvoir nous servir. Et qu'est-ce qui en ressort de ce truc-là? Bah, c'est incroyable. Alors, soit il y a des gens qui vont pas du tout aimer, sur lesquels ça va être très compliqué. Et en fait, on se rend compte que quand bien même la vision est un sens extrêmement important, il peut très souvent nous tromper et que le fait de ne pas l'avoir pendant un restaurant d'1 heure et demie, eh ben, ça peut être parfois reposant. Et puis très souvent à table, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et parce qu'on est dans une table avec les personnes avec qui on est venu, mais d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et on se rend vite compte que dans le noir, si pour se passer le sel, le poivre, la bouteille de vin, c'est compliqué. Donc faut passer outre les barrières qu'on pourrait avoir avec la vision. Et ça donne une expérience exceptionnelle. Et à quel moment tu sais où on te dit ce que tu as mangé? Alors à la fin, on nous présente les photos de ce qu'on a mangé. Et l'idée, c'est bien de savoir aussi si on a reconnu certains aliments. Et alors, qu'est-ce qui ressort? Finalement, c'est assez compliqué. T'es à l'ouest complet, quoi. Non. Par exemple, j'avais mangé un clafoutis à la cerise, ça, je l'ai reconnu. Mais par exemple, sur de la viande, on peut avoir un doute. Voilà, moi, je m'étais complètement trompé. Je pensais avoir mangé, je crois que de l'agneau et j'avais dû manger une volaille. Et puis, finalement, donc du coup, voilà. Donc pour le vin, pareil. Alors le vin, pareil, ouais. Le vin, alors on peut choisir sa bouteille, je crois. Je me rappelle plus précisément, mais voilà, mais on avait pris une bouteille de vin classique. Donc, vous voyez l'analogie, la discussion, elle est passionnante parce qu'il y a une vraie analogie avec les montres là. C'est qu'en fait, tu te retrouves dans un resto où il faut d'abord être ouvert. D'accord, il ne faut pas être bloqué sur non mais moi je suis un fan de Rolex, il n'y a rien d'autre qui compte, hein. Il y a le même chez Omega et tout ça, mais il le crie moins fort. Vous voyez les amis, ou alors fan de Longines, il le dit moins fort aussi. Là il faut être ouvert. Ouais. Tu vas sur un truc où tu es prêt à la découverte. Ouais. Et finalement tu te rends compte que probablement il y a des trucs où on t'aurait posé la question, tu dis non mais ça j'aime pas bien. Ouais. Ou j'en veux pas, ou je préfère prendre autre chose, et puis finalement tu en as mangé, mais comme tu ne le savais pas, et que tu ne le voyais pas, et que tu avais que le goût, les papilles et le nez, d'accord, l'odorat, tu te retrouves à aimer quelque chose. Ouais. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mangé où tu te dis tiens c'est surprenant, genre les choux de Bruxelles, bon moi ça j'ai du mal, ça, hein, mais chacun son truc, chacun voit midi à sa porte, les amis, même avec les fruits et légumes, hein, comme dans les montres. Non, pas particulièrement, mais c'était vraiment, ça reste un restaurant gastronomique, donc ce qu'on y mange est de qualité, mais je crois que fondamentalement on n'y va pas pour manger, on y va vraiment pour l'expérience. Pour l'expérience. Ouais, c'est vraiment pour ça. Ouais. Mais c'est comme une montre, les amis, on ne l'achète pas pour qu'elle donne l'heure. Voilà. Donc manger, les calories, le truc, c'est l'expérience que tu vas. C'est ça, qu'on va en retirer. Que tu vas chercher. Ouais. Donc on peut aimer ce qu'on mange sans le voir. Oui. Donc les amis, quand vous vous dites, moi je voudrais bien m'acheter une montre, etc., dites-vous simplement, déconnectez-vous de la marque. La vue de ce qu'on mange, on pourrait essayer de le comparer avec le design et avec la marque d'une montre, essayez de sortir de ça et vous verrez que le champ des possibles est absolument astronomique lorsque vous voulez vous offrir une montre. Elle est forcément belle si vous voulez vous l'offrir. Après, belle parce qu'elle est chère et tout ça, on s'en fout. Oui, tu vois, là l'expérience, le sujet, c'était pas vraiment. Vraiment. C'est pas mal ça, hein. Espérons qu'on puisse quand même retourner manger au resto, les amis, un de ces quatre, parce que ça commence à être difficile pour nous, clients, et il faut avoir une pensée pour tous les amis restaurateurs qui, eux, sont fermés et ne peuvent pas travailler et gagner leur vie, et puis partager tout le bonheur qui nous amène avec leurs petits plats. C'est pas mal du tout. Tu sais que tu es le premier à nous parler de gastronomie. Donc on enchaîne avec la dernière séquence de petits plats entre amis. Non, pardon, de petites montres entre amis. Ta prochaine montre. Alors,
Bah, ma prochaine montre, Comment t'es là? bah, là pour l'instant ça va, je sais pas, je vais attendre encore quelques temps. T'es à l'arrêt. Oui, là je suis à l'arrêt, j'attends vraiment de me reconcentrer, de voir s'il y a des choses qui me plaisent pas. Mais j'ai déjà une petite idée en tête. Ouais. Je pense à une Seiko. Ouais. La Ah Seiko. bah voilà, nous y voilà. Ouais, je pense à une Seiko Présage Cocktail Hum. que je trouve magnifique. Et alors, ce serait peut-être pas dans l'immédiat, mais d'ici quelques temps, pourquoi pas. Il faudra que je réessaye le modèle, que j'affine un petit peu. Tu as le rendre quelle couleur? Bah, j'aime bien le. Alors, c'est un bleu. Ouais. C'est un bleu clair. Ouais. Bleu clair un petit peu brillant que je trouve sympathique. Tu as vu la vidéo, on le salue, de Charles Adrien, dans un Streetwatch, qui a présenté justement une Seiko Cocktail. Je ne saurais pas donner le nom exact parce que c'est un rapport avec un cocktail japonais. D'accord. Tu vois, cadran soleillé, clair de mémoire. Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Oh là 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 là. Et on va refaire le quiz et je vais changer les questions, les amis. Qu'est-ce qui fait que tu irais sur du Seiko maintenant là, tu vois? Bah parce que la qualité de la montre et l'esprit même, parce que c'est quelque chose de discret, d'élégant et Seiko, c'est une marque moi qui me plaît beaucoup pour son charme et pour ce qu'elle dégage aussi. Et souvent, moi, je recherche un modèle pour ce qu'il dégage. Et voilà, les modèles Seiko, je trouve qu'ils sont très bien faits et ils dégagent quelque chose qui donne envie d'aller vers ces modèles-là. Voilà. Vous voyez les amis, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Sacha de Grand Seiko. Tu vois, tu as un vrai sujet personnel avec Seiko. Ouais. Finalement, ta montre de tous les jours, Oui. si je devais résumer. Ouais. Là, tu te dis que ta prochaine montre, c'est une Présage Cocktail. Ouais. Et ben, moi, je me dis, voilà, dans 5-10 ans, donc petite montre entre amis, saison 7 ou 12, hein, on accueillera de nouveau Sacha et je ne serais pas étonné que ce jour-là, tu viennes avec une Grand Seiko. C'est fort possible. Et c'est là, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ça le sondage de cet épisode de Petite montre entre amis? Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on va se dire avec l'invité et j'en sais rien avant. Est-ce que vous pensez que l'avenir de Grand Seiko est extrêmement bien positionné aujourd'hui? Moi, j'en suis intimement convaincu. Parce que, en fait, quelqu'un de mon âge ou de ma génération qui n'a pas d'ADN personnel Seiko, qui est féru d'histoire, et à un moment, l'histoire, c'est l'histoire entre la France et la Suisse, c'est des noms francophones, c'est des villes francophones. Seiko, l'information, elle est accessible de plus en plus aujourd'hui. Pour moi, tout ça, c'était des imports japonais introuvables, extrêmement compliqués. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Réellement sur les gens chez Seiko, sur qu'est-ce qui se passait en 1930, en 1940, etc. Alors qu'il y a un nombre de modèles absolument astronomiques et c'est passionnant, mais ce n'est pas mon ADN. Donc ce n'est pas ma trajectoire à moi. Donc demain, pour moi, aller chez Grand Seiko, c'est pas facile. Ouais. Et j'enlève rien à ce qu'ils font, la qualité de leurs produits, la sensibilité qu'on peut avoir, etc. Par contre, je pense que tous les jeunes comme toi, qui ont du Seiko jeune, qui ont de la SKX, qui ont de la Prospex, qui ont de la Seiko 5, des premières vintage, King Seiko, Lordmatic et compagnie, bah, je pense que vous tous, les amis, dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, lorsque vous aurez plus de moyens et si vous êtes toujours fan de montres, à un moment ou à un autre, la petite graine que vous avez en vous, eh ben, elle va sortir une belle plante chez Grand Seiko. Ouais. Voilà. Alors que bon, celui qui aujourd'hui achète du Patek ou je ne sais quoi, du Vacheron Constantin, aller chez Grand Seiko, je ne suis pas sûr que ce soit cette clientèle-là qui est visée. Oui. Ouais. Bah oui, bah voilà, donc ça veut dire que tu es dans la merde. C'est ça. Eh oui, les amis, c'est-à-dire que tu à jamais tu vas payer, hein, mais tu vas te régaler. Oui, c'est ça. Les amis, on s'est régalé avec ce tour de ballon bleu de quartier avec Sacha. Un grand merci. Ouais. Si vous voulez participer, vous faites comme Sacha, hein, www.dailyshoes.fr. Il y a un formulaire à remplir. Et puis, vous me dites de quoi vous avez envie de parler en toute simplicité. Hein. L'ambassadeur de quartier, c'est pas que Jake Gyllenhaal avec sa quartier Santos, c'est aussi Sacha et sa quartier Ballon Bleu qui nous en parle avec ses mots, avec son émotion et surtout sa sincérité. Salut les amis, à bientôt!